Pour aborder ensemble ces différents sujets, j'ai déjà présenté quasiment un invité. Je vous laisse, Julie, présenter et nos débatteurs et nos invités de ce soir. Nos débatteurs, ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous, Louison. Avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Pablo. Avec Jean-Sébastien Ferjou ce soir, directeur de la rédaction du site Atlantico. Et puis, vous les avez déjà un peu présentés, mais je vais le refaire. Élie Chouraki, qu'on est heureux d'avoir, réalisateur et scénariste. Vous étiez hier à la manifestation? Oui, absolument. Vous étiez au rassemblement, tout comme Bruno Solo. Bonsoir à vous, Bruno. Vous êtes évidemment comédien et vous étiez donc également à ce rassemblement hier. On accueille aussi sur ce plateau Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Merci à vous d'être avec nous. Et on commence donc par cette absence du président de la République qui, certes, a envoyé une lettre, a beaucoup parlé à propos de cette marche, évidemment, qu'il soutenait, mais il n'était pas là. Certains le lui ont reproché. Oui, alors il y avait les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y avait la première ministre Elisabeth Borne, il y avait Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais effectivement, il n'y avait pas Emmanuel Macron. Il a quand même donné une explication. C'était la veille du rassemblement à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Il a répondu à l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus, le capitaine Dreyfus, qui l'a interpellé sur son absence qu'il avait déjà annoncée. On regarde la séquence. Monsieur le Président, je suis contente de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière petite fille de Dreyfus, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation. Non, mais je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit. Ah d'accord, c'est ça la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je sais. J'espère que je n'ai pas besoin de le démontrer, justement. Exactement. Mais je pense que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays et d'être fier sur les valeurs. Et je suis en action. On vous remercie pour ça et pour la guerre aussi en Israël. Mon rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir. Sinon, je peux manifester toutes les semaines. C'est vrai, vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. J'aurai l'occasion dans les prochaines heures de le dire. Les explications en live lors des cérémonies du 11 novembre, explications du président de la République. Elles vous ont convaincu, Élie Chouraki, ces explications? Alors, il dit une chose qui est très importante. Il dit « Mon rôle est de prendre des décisions ». Et je trouve qu'il serait bon qu'il prenne des décisions. Pas qu'un jour ils disent devant la BBC que Israël a fait un crime de guerre en tuant des enfants et des femmes, et que le lendemain ils disent à M. Herzog, le président de la République israélienne, que Israël est en droit de se défendre et a le droit de répondre au Hamas. C'est antinomique, ça ne peut pas marcher. C'est le fameux en même temps qui ne marche pas dans ces cas-là. Oui, mais c'est plus qu'en même temps, parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui on est tous un peu perdus. Je parlais avec mon camarade Bruno tout à l'heure, il m'a parlé de ces moments d'émotion qu'il a dans la journée et que j'ai moi aussi. On a peur, on est angoissé pour nous, pour nos enfants, et on aurait besoin de quelqu'un qui tienne la barre et pas de quelqu'un qui laisse le bateau partir un peu à la dérive. Quelqu'un qui dise voilà la position de la France. Voilà. Il peut très bien dire « Je souhaite qu'Israël arrête ses frappes ». Il peut très bien dire « Je souhaite une coalition pour lutter contre le Hamas ». Il peut très bien dire « Je souhaite ce qu'il veut », mais qu'il dise quelque chose de clair et qu'il ne revienne pas sur ce qu'il a dit. Ça nous rassurerait tous. Et peut-être qu'on trouverait une direction à prendre dans l'unité nationale, tous républicains, et tous avec un espoir de paix qu'on attend avec impatience. Mais vous auriez aimé qu'il soit aussi à la marche? Évidemment, le premier d'entre nous, c'est le premier d'entre nous. Il est, vous savez, quand il dit aussi je ne vais pas dans les manifestations, ça n'est pas une manifestation. Il dit sinon je peux manifester toutes les semaines. Oui, mais l'antisémitisme, c'est pas une manifestation comme les autres. C'est une marche, puis surtout c'est la fondation de notre monde judéo-chrétien. C'est protéger, préserver ce qui fait que le socle de notre société existe. C'est dire d'où on vient et qui nous sommes. C'est pas juste marcher à côté de la CGT. J'avoue, j'ai pensé un instant que, mais je crois qu'elle n'y était pas, que Brigitte Macron, je me suis dit ça, je dis, puisqu'il n'ira pas, peut-être que la première dame de France aurait pu y aller et au moins représenter le couple présidentiel. Ça aurait été un petit signal supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien Ferjou? Je suis d'accord avec Élie Chouraki, à la fois sur ce qu'il a dit sur la politique étrangère de la France. On a l'impression que c'est la roue de la fortune et que selon les jours, et là où pointe la flèche, il y a une position différente. Peut-être demain parlera-t-il à l'Arabia et aura-t-il encore une autre position. C'est quand même perturbant parce qu'il y a un sommet demain des ministres de la Défense européens. Je ne sais pas qui
peut encore avoir confiance dans la parole de la France, parce qu'elle change de 24 heures en 24 heures. Quant à sa présence, les mots du président de la République, évidemment, dans sa déclaration aux Français sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme étaient impeccables, mais dans une monarchie républicaine comme la France, le fait que physiquement il ne s'y soit pas rendu, je pense, a empêché qu'on puisse dire c'était la France, c'était la République. Parce que ça n'était pas une manifestation pour les Juifs par rapport aux Arabes ou à je ne sais qui. Et alors pourquoi il n'y est pas allé, selon vous ? Mais vous savez, Julie, parce qu'en parlant avec des gens qui sont dans son entourage, j'ai l'impression qu'une des, pas la seule, une des raisons était la peur. Et derrière cette peur, il y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris pour les musulmans, il y a une forme de mépris pour les gens des quartiers populaires, parce que c'était comme si ils soupçonnaient que ces gens-là se sentiraient dépossédés de leur propre cause au motif qu'Emmanuel Macron aurait participé à cette marche-là. Et j'appelle ça du mépris. J'appelle ça du mépris parce que la réalité en France, c'est que la plupart de nos compatriotes, je n'ai aucun doute sur l'explosion des actes antisémites. Enfin, nous sommes 67 millions d'habitants, 1600, 1700 actes, c'est évidemment horrible. Mais ça n'est pas non plus une guerre civile absolue. Et il avait peur que certains le prennent mal. Alors en plus, son absence, évidemment, a été profitable à Jean-Luc Mélenchon sous forme d'un tweet. Oui, qu'il a récupéré en plus. Voilà, il faut bien le dire, hein, qui est terrible, parce que Jean-Luc Mélenchon a carrément osé tweeter « Macron a raison ». Et là, il transforme les propos et l'intention du président de la République, mais Mélenchon a quand même osé tweeter. Macron a raison, cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib, Le Pen, Zemmour, Braun-Pivet et Larcher fonctionne comme une manipulation, comme lui et moi, c'est-à-dire que là, il parle du président et de lui-même, comme lui et moi, ne vous laissez pas embobiner, ayons confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Il y va fort à chaque fois, Mélenchon, Bruno Solo. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour revenir sur l'absence de Macron, qu'il a essayé de justifier avec des mots, développement intellectuel, philosophique presque, ce qui est quand même juste, il suffit de se reporter à ce qu'avait fait François Hollande au moment, effectivement, de la marche de Charlie Hebdo. Il était là, lui. Il était là parce que c'était une marche hautement plus symbolique qu'une simple manifestation, comme il le dit. C'est pas le bon mot, c'est pas une manifestation hier. C'était une marche de citoyens civilisés, humains, rassemblés, graves et en même temps très apaisantes. Moi, j'étais à la manif comme tant d'autres et je sentais effectivement qu'il y avait une gravité et en même temps le sentiment de plaisir de se retrouver ensemble, le sentiment d'appartenir à la même communauté, la communauté des hommes. Et de ce point de vue-là, au-dessus même de son rôle de président, il avait le devoir d'être là comme Hollande. Comme François Mitterrand en 90. Comme François Mitterrand, effectivement, en 1990, comme Hollande, en tant que président, en tant que premier des Français. Oui, c'est vrai que c'était choquant. Maintenant, parlons plutôt de ceux qui y étaient que de ceux qui n'y étaient pas. Et même ceux qui y étaient pour de très mauvaises raisons, ou par cynisme pur, ou par électoralisme, mais il n'y était pas. Voilà, maintenant, avançons, quoi, puisque c'est ce qu'on a fait hier. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, parmi ceux qui n'y étaient pas, il y avait effectivement des gens qui étaient peut-être plus proches de la vraie cause de cette marche que ceux qui y étaient. Oui. Oui, vous pensez ça? Oui. Pablo Pio-Vivien. Oui, moi d'abord, je suis toujours un peu gêné quand on fait la liste des présents, la liste des absences, un peu comme les gens qui traquent sur Twitter. Est-ce qu'il y a eu telle réaction ou pas telle réaction? Et donc du coup, le silence, c'est un peu l'inverse de la charge de la preuve. Le silence vaudrait approbation en fait à ce que l'on ne dit pas. Enfin, ce qui est quand même très très. C'est vrai, mais enfin là on parle du président de la République. On va pas pointer du doigt une personnalité qui n'y est pas allée ou une autre. Chacun a ses raisons, parfois son agenda. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut ne pas être présent. Mais un président de la République, c'est différent. Et justement, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Vous n'êtes pas sans savoir que cette marche a suscité une polémique. On peut la regretter, on peut la juger sévèrement, trouver qu'elle était légitime ou totalement illégitime. Sur la présence du Rassemblement national. Exactement, sur la présence du Rassemblement national. Et même, j'irai même plus loin, Élie Chouraqui en a un peu parlé, sur le fait que ça soit une reproduction, en fait, ce soit un soutien à Israël, à la politique d'Israël de bombarder Gaza. Cette polémique, ces deux polémiques d'ailleurs sur la présence du Rassemblement national et le fait de bombarder Israël, le président de la République bien sûr n'y est pas totalement imperméable et il sait, il l'a entendu sur les plateaux de BFM. Franchement, qui pouvait penser hier? Vous pouvez préciser l'intention qui était celle de la marche. Mais elle était compliquée justement. Non, préciser. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr justement, il aurait été. Pardon, chez les gens qui y étaient hier soir, j'en faisais partie. Je vous assure que l'intention n'était pas compliquée. C'était juste de dire nous sommes tous Français et il est insoutenable que des gens aujourd'hui en France ne trouvent pas leur place
place en France au motif de leur confession. Et ça vaut pour les Juifs comme ça vaut évidemment pour n'importe quelle j'ajouterais même que le président de la République aurait été là, que ça aurait peut-être même encore plus clarifié justement le propos de la marche. Ou pas. Non mais là, en fait, oui, parce que moi j'ai appelé à marcher. Ça aurait aussi clarifié la communication de l'Élysée qui aurait pu dire... C'est vrai, j'ai dit qu'il fallait arrêter les bombes à Gaza, mais j'ai aussi été aux côtés des Juifs de France dans l'épreuve qu'ils traversent. Le 7 octobre, il y a un excellent argument pour lequel il devait être là, c'est que le 7 octobre, on a perdu 40 de nos compatriotes qui sont morts, ils ont été massacrés parce qu'ils sont juifs, dans une frénésie totale. En soi, ça justifie qu'on ne polémique pas, surtout pour des raisons électorales, et ça justifie aussi que le président soit là. Moi, je suis sidéré qu'on ne dise pas plus souvent cette évidence. 40 de nos compatriotes. Mais dans un attentat terroriste. Il a compris pourtant la gravité de la situation. Face à l'antisémitisme, il se montre extrêmement ferme. D'ailleurs, on rappelle les chiffres, 1247 incidents antisémites, 539 interpellations. Et Emmanuel Macron, là-dessus, il est extrêmement ferme. Mais heureusement qu'il est ferme. On lui demandait d'être à la hauteur d'un moment historique. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on hésite. Et ce qui inquiète tout le monde, c'est qu'on a l'air d'hésiter collectivement sur ce qu'on va faire. Vous voyez, mais dans un moment où il faudra... Pardon, je vous interromps, puisque vous êtes professeur de communication politique, mais essayez de nous expliquer ce qui s'est passé dans la tête du président de la République pour dire non, je crois que c'est mieux que je n'y aille pas. Parce que c'est ça, au fond. Il s'est dit c'est mieux que je n'y aille pas. Parce que je pense qu'il n'a pas de position claire sur cette histoire depuis le début. Effectivement, il multiplie des positions qui sont contraires. Il dit un jour, je suis intégralement du côté d'Israël jusqu'au bout. Le lendemain, il dit, il faudrait quand même arrêter les bombardements. Israël n'a pas de légitimité à bombarder, c'est ce qu'il a dit. Et le surlendemain, il va dire encore autre chose. Oui, mais aucune de ces deux positions n'est incompatible avec le fait de lutter contre l'antisémitisme chez nous, en plus en France. Pardon. Alors, oui, non, mais je suis d'accord. En soi, oui, mais il n'a pas de position claire. Je pense qu'il n'a pas de position claire. Ensuite, c'est vrai. Mais ça, c'est une chose. Mais pardon, je redis ce que je viens de dire. Vous posez la question, et le fait que vous posiez la question montre que le problème est grave. Parce que justement, si vous posez la question, tout le monde se la pose. Il n'y a aucune raison que ceux qui vous écoutent, ceux qui écoutent les politiques et les communicants français ne se posent pas la question. Pourquoi le président de la République française n'a pas marché contre l'antisémitisme? J'essaie de trouver une raison et je voudrais que vous m'en donniez une autre. Parce qu'il n'a pas non plus une position claire, non pas sur l'antisémitisme. Alors là, je pense que non, sur l'antisémitisme, il a une position claire. Insoupçonnable. En fait, depuis le début, depuis le début, il dit qu'il ne veut pas importer le conflit en France. Donc je pense que c'est ça. Effectivement, il n'arrive pas à disjoindre les deux, ce que vous faisiez à juste titre. À croire que les Français juifs ne sont pas concernés. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'il n'a pas de vision claire non plus de la société française elle-même. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, un jour il est multiculturaliste, le lendemain il fait une loi contre le séparatisme, un jour il dit il n'y a pas de culture française, qu'il avait quand même dit en 2017. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement quel est le regard qu'il porte. Donc il a peur dans un certain nombre de cas, ou peut-être comme hier, de dire ah oui mais c'est une communauté par rapport à une autre, alors je ne veux... Il louvoie en permanence entre l'universalisme et une vision plus multiculturaliste. Et je pense que ça trouble aussi la manière dont il parle de ce sujet-là. Il a eu peur de se mettre à dos les défenseurs de la cause palestinienne, selon vous ? Je pense qu'il y a de ça. Je pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez malheureusement de ce drame, cette femme sur laquelle la police a tiré dans le métro parce qu'elle prétendait être terroriste. Il y a une dizaine de jours. Ça a beaucoup choqué, beaucoup inquiété un certain nombre de responsables dans le pays parce qu'ils ont eu peur que ce soit un nouveau Naël. Et quand je vous disais que pour partie, ils méprisent les musulmans, parce que je pense que beaucoup de musulmans dans ce pays, ils peuvent être antisémites comme il existe de l'antisémitisme ailleurs dans le pays. Mais il y a quand même une différence entre avoir une idée de votre voisin juif et se jeter sur lui avec un couteau. Il y a une grande différence. Je pense que les musulmans français, pour l'essentiel, et même s'ils soutiennent la cause palestinienne, quand ils voient les images du 7 octobre, quand ils ont vu ce qui s'était passé, ce sont juste des hommes et des femmes comme les autres. Ils voient juste des enfants qui ont été assassinés. Ils voient juste des gens qui ont été massacrés dans des conditions absolument inhumaines. Que faut-il, mais quelle vision faut-il avoir de nos propres compatriotes pour imaginer qu'ils puissent s'en aller autrement? Et je ne suis pas naïf. Je sais aussi, par ailleurs, qu'il y a des gens qui voudraient importer ce conflit-là en France, qu'il y a des gens qui se livrent aux fameux actes antisémites. Mais comme je vous disais, 1500, 1600 actes, c'est tragique, mais il y a 67 millions de Français. Arrêtons de nous tendre un miroir déformant. Nous ne sommes pas non plus aussi loin dans la guerre civile que ce que parfois nous en imaginons. Les algorithmes nous piègent aussi parce que ça
nous met sous le nez les plus haineux en permanence. Arrêtons. Et encore une fois, je n'ai aucune naïveté. Je crois pas qu'on soit non plus dans une société pacifique. C'est très juste ce que vous dites. Et c'est très juste. Et j'ajouterais la chose suivante, c'est que c'était l'instant où soudain, le président pouvait dire l'antisémitisme, les anti-musulmans, les anti-chrétiens n'ont pas leur place en France. On ne parle pas de conflit. On ne parle pas de conflit à l'autre bout du monde. On ne parle pas de guerre. On ne parle de rien. On parle de la France. Et ici, chez nous, en France, ceux qui n'aiment pas la religion de l'autre n'ont pas leur place. Ceux qui ne la respectent pas n'ont pas leur place. Moi, je respecte les musulmans. Moi, je respecte les chrétiens. Et évidemment, je respecte les juifs. Comme ceux qui n'ont pas de religion. Ça, exactement. Et les agnostiques, bien sûr. Et c'est ça que le président avait pu dire hier. Louison, qui n'a pas parlé, et puis après, j'interrogerai encore Bruno Solo. Il a réussi deux coups, c'est-à-dire qu'il n'y est pas, on ne parle que de lui. C'est quand même assez effort minimum, effet maximal. Mais ça, c'est un peu Macron. Mais en tout cas, moi, c'est la lettre qui me pose problème. C'est ce côté, je m'écris mon propre mot d'excuse. La lettre qu'il a publiée dimanche. Je ne pourrais pas venir demain, je suis malade, C'était un peu ça, c'était quand même un peu... J'aurais adoré faire ça au lycée, mais... Donc le côté, genre, je vais vous écrire pourquoi je viens pas, Alors voilà ce qu'il dit quand même dans cette lettre, lettre aux Français. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Une France où des Français ont peur en raison de leur religion ou de leur origine n'est pas la France. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix. Juste d'un mot, Emmanuel Macron qui si souvent dit « je » plutôt que « nous », parce que quand il parle de la France, bien souvent il dit « je ». Il se prend pour la France. Donc il aurait été utile que pour une fois ce tropisme-là nous soit utile à tous et que puisqu'il est la France, il soit justement la France. Et d'autant qu'il termine cette lettre par « en pensée et en acte ». L'acte, ça aurait été effectivement d'être présent. Oui, non, mais tout est dit dans cette lettre. Enfin, il définit exactement ce que devrait être la philosophie même de sa démarche. Et puis au moment de nous rejoindre, de rejoindre son peuple qu'il a élu au suffrage universel, il n'est pas là. Donc il y a une sorte de dichotomie, ou alors je ne sais pas, il complexifie trop sa pensée, et au moment d'aller vers le plus simple, être là, être présent, au même titre que, encore je le redis, que Mitterrand, ou que François Hollande au moment des attentats, après les attentats de Charlie, il n'est pas là. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être un peu d'une certaine bipolarité, je ne sais pas, politique en tout cas, et qui est quand même assez étonnante. Vous comprenez aussi qu'il n'y est pas allé, peut-être parce que le Rassemblement national y était ? Bien évidemment, puisque c'est aussi une des lectures, hélas, je dis vraiment hélas, de ce qui s'est passé hier. C'est la normalisation ou l'achèvement, le parachèvement, comme vous voulez, de la banalisation du Rassemblement national et de l'extrême droite, qui a réussi à faire sa photo de famille sans cri, sans... J'ai vu que vous aviez retweeté un article du Spiegel, Pablo Pio, Vivien, article qui disait « Le jour où Marine Le Pen est devenue éligible pour les Juifs ». Exactement, ce qui est absolument terrible. Moi, j'espère en fait qu'il y a toujours un espace pour combattre Marine Le Pen et que son arrivée au pouvoir en 2027 n'est pas inéluctable. Je continuerai de me battre. En méprisant les Français, vous croyez vraiment que si je vois Emmanuel Macron à côté de Marine Le Pen, je vais penser que c'est une maladie contagieuse et qu'il a attrapé la lepénite? Je sais très bien qu'il n'est pas lepéniste. J'ai pas besoin qu'il me prenne pour un imbécile et qu'il me le surligne au stabilo. On a vu cette semaine combien, à la fois les membres du gouvernement, à commencer par Olivier Véran, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, s'est posé la question de cette présence du Rassemblement national. La question est légitime de se la poser, mais après qu'on se soit posé la question, pour autant ils sont venus. Non, mais en 2018, ils posent une question et ils arrivent à une conclusion différente. Oui, mais cette réponse n'est pas en adéquation avec ce qui s'est passé. En 2018, pour Mireille Knoll, qui avait été assassiné, qui était un attentat déjà antisémite, si on veut, il y a eu à la fois le RN et LFI qui ont manifesté côte à côte. Et non seulement LFI a manifesté aux côtés du RN, mais ils se sont imposés dans la manifestation contre le souhait du CRIF. Donc il y a une période où on pouvait manifester contre l'antisémitisme de manière républicaine avec l'ensemble des partis et où l'unité était plus importante que les partis. Là, on a décidé de faire de la querelle politicienne sur cet événement. C'est ça qui est grave. C'est qu'au lieu de considérer l'antisémitisme et de lutter contre, on va essayer de découper en morceaux parce qu'il y a 2027, il y a les européennes. Donc chacun fait ses calculs et la stratégie de Mélenchon, c'est d'avoir un bloc de gens en colère contre Israël, en colère contre les vaccins, on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Et de bricoler une majorité avec. Et on a fait les frais de ça ce week-end. Pire, lui, il a essayé de confessionnaliser
Parce que c'est ça, il a la essayé faute de il a Jean-Luc divisé, Mélenchon. en fait. C'est déjà assez minable de la part d'un certain nombre de responsables politiques d'avoir voulu faire des cordons sanitaires, alors comme si Marine Tondelier allait mettre Médine à côté d'elle pour se séparer de Marine Le Pen, peut-être. Enfin bref, ça c'est pathétique. La gauche qui a fait un Mais cordon républicain pour ne pas avoir à manifester à côté de confessionnaliser cette cause-là, parce que c'est un peu en creux ce que fait Jean-Luc Mélenchon, et à mon sens en méprisant profondément les Français musulmans, parce qu'il les essentialise en disant puisque vous êtes musulmans, ou puisque vous êtes de culture arabo-musulmane, ou puisque vous êtes dans un quartier populaire, c'est quand même probablement que vous n'aimez pas les juifs, vous vous rendez compte quand même du raisonnement, et donc que vous voterez pour moi. Non, mais ça, je suis Cette désolé, faute-là, elle est tragique. Jean-Sébastien, ça, c'est le raisonnement que vous projetez sur Jean-Luc Mélenchon. C'est celui qui le tient. On a dit qu'on parlerait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure dans la deuxième partie. Restons sur l'absence du président de la République. C'est pas juste de l'électoralisme, alors qu'est-ce que c'est de ça? Parlez-en à Olivier Véran et au CRIF. C'est David Guiraud, c'est quoi? Non, mais ce sera le débat tout à l'heure. Vous précédez. Vous allez plus vite que la musique. Sur Marine Le Pen, qu'un parti qui est parti de si bas, d'un homme qui était antisémite, un salopard. Créé par René Bousquet, le Front National. Vraiment une saloperie. Qui a réussi en un demi-siècle. En un demi-siècle. Arriver jusqu'à. On peut penser que la femme est l'avenir de l'homme. Arriver, par l'intermédiaire de Marine Le Pen, à défiler contre l'antisémitisme. Alors permettez-moi de dire que moi, je trouve que c'est une chance pour la France. Je ne sais pas si je voterai, et je ne sais pas qui votera pour Marine Le Pen, je ne sais pas qui votera pour qui, mais c'est vraiment un moment important. Il faut le considérer comme celui-là. Qu'il y ait des scories encore et qu'on doive combattre certaines choses du Front National, peut-être, mais c'est quand même une chance. La deuxième chance, pour rejoindre mon camarade à ma droite, c'est que je suis ravi que Jean-Marie Le Pen, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, vous voyez, que M. Mélenchon soit pas venu, mais apparemment on en parlera plus tard. Oui, on parlera de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Surtout, je crois. Le lapsus, excusez-moi. Le lapsus, c'est parfait. J'ai terrible. Je vais vous parler. C'est aussi à cause du dessin que j'ai montré en début d'émission. On voit les deux s'occuper le dimanche. Je crois qu'il faudrait tous qu'on se souvienne. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous surprendre. Downton Abbey, vous savez, la série britannique sur une famille aristocratique. Il y a un moment, la vieille comtesse, elle dit à sa petite fille, la petite fille est jalouse parce que c'est la Benjamine, elle va pas hériter, c'est sa grande sœur qui va hériter. Elle dit quand même c'est moche, j'ai des sentiments de jalousie, etc. Et la grand-mère lui dit, on s'en fiche des mauvais sentiments, ce qui compte, ce sont les mauvaises actions. Aussi longtemps que tu ne construis pas de mauvaises actions sur tes mauvais sentiments, ça n'a pas d'importance. Ben, j'ai envie de vous dire, allez sonder les cœurs des uns et des autres, savoir si Marine Tondelier, à quoi pensait-elle vraiment en invitant Médine, à quoi pense Marine Le Pen en conservant dans son entourage des personnalités qui sont antisémites comme Axel Lousteau, Chatillon et d'autres. Je m'en fiche, ce qui compte, ce sont les conséquences. Qui agit au nom de l'antisémitisme? Et c'est ça la seule question que nous devrions nous poser. C'est la phrase de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand a dit ce qui compte, c'est contre quoi on marche, pas avec qui. C'est peut-être une référence plus classique que la vieille comtesse qui n'a jamais existé. Oui, parce que c'est ce qu'il a déclaré ce week-end et c'était plutôt juste. Ce qui compte, c'est contre quoi on marche et pas forcément avec qui. Bruno Solo. D'autant plus qu'on la voyait pas. Elle était au fin fond de la marche, tout à fait derrière. Et moi, j'ai quand même pas eu le sentiment, lorsque nous défilions et lorsqu'on marchait ensemble, qu'on était sous le poids ou sous l'influence de l'extrême droite qui était tout au fond du cortège. Même si quand même derrière... Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, mince, je partage cette marche avec ces gens-là. Ouais. J'ai envie de dire que ceux qui fondamentalement y étaient pour la vérité, c'est-à-dire les valeurs fondamentales qui font un être humain, ils y étaient pour cela. Vous qui y étiez, est-ce que les représentants de gauche se sont fait huer vraiment, comme on l'a dit Quelle gauche? Ça dépend. Hein. Il y avait essentiellement les socialistes parlent à Paris. Parce que certains, il faut le dire quand même, certains de la France Insoumise ont manifesté, mais à Strasbourg. Hein. Mais à Paris, il y avait quand même des représentants. Il n'y a pas que la France Insoumise, il y avait quelques représentants de la gauche. J'ai pas entendu de sifflet. Certains ont dit que oui, c'était fait huer quand ils sont arrivés. Moi, je vais vous dire, j'ai été bouleversé par cette manifestation. Je veux dire, je marchais. Il n'y a eu aucun excès. D'abord, il n'y avait que des drapeaux français. Il n'y a pas eu un cri de haine venant de nulle part. Et ensuite, je marchais et j'entendais au lointain la Marseillaise. Et ensuite, les applaudissements qui venaient comme une vague jusqu'à nous et qui me donnaient des frissons et des larmes dans les yeux. C'était un moment de communion absolument extraordinaire autour d'une cause qui était grande, autour d'une cause qui doit rassembler un pays. Et encore une fois, je regrette, c'est pour ça que je regrette d'autant plus que le président n'ait pas été là.
Bruno, comment vous faites, pardon de vous poser cette question, mais je suis tombé sur un retweet de votre camarade Yvan Le Bolloc aujourd'hui. Comment vous faites avec lui quand vous discutez de tout ça? Parce que ça doit être chaud en ce moment entre vous. Alors déjà, vous le savez peut-être, mais je suis pas sur les réseaux sociaux, moi. Ouais. Mais pas du tout. C'est-à-dire, je suis pas maintenant. Mais lui, oui. Voilà, je suis pas un ancien déçu qui les a quittés. Voilà je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Snapchat, je n'ai pas de TikTok, je n'ai rien, que dalle. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc lorsque je tombe dessus ou lorsqu'on m'appelle et qu'on me dit t'as vu ce qu'a écrit Yvan, nous nous appelons et on en discute. Vous engueulez? On débat parce que peut-être un des cancers de notre société, c'est le manque de nuances. Et Yvan, entre ses tweets qui sont des effets de manche peut-être, et puis le moment où il parle avec moi, il émet peut-être plus de nuances. Alors dites-moi qu'est-ce qu'il a marqué. Oui, alors là, il a retweeté. Je le connais pas. Il a retweeté. Il s'est appelé ce matin, il s'est bien gardé de me dire qu'il avait retweeté. Il a retweeté un tweet à propos justement de quelqu'un qui expliquait que les représentants de la gauche étaient arrivés à la marche contre l'antisémitisme sous les huées. Et il a retweeté cette phrase: fallait pas y aller, bande de baltringues. C'est une manifestation contre le racisme organisée par des racistes. Alors, vous étonnez pas d'être hué si vous avez eu des positions antiracistes. Moi, je trouve, à titre personnel, que c'est une bêtise. Que c'est une bêtise de l'avoir dit, et de l'avoir dit comme ça. Et puis le retweet en plus, voilà. Pardon, Bruno, mais c'est pas une bêtise, c'est une monstruosité. Vous voyez, ça me met très mal à l'aise. Mais c'est pour ça que je vous interroge. Pardon, je le découvre. Ce pays traverse des crises qui sont compliquées, des crises économiques. Enfin, il est vraiment dans une passe qui est difficile. Et à un moment où tous les Français de bonne constitution, tous ceux qui ont une âme et qui ont un cœur et qui aiment leur pays devraient essayer de trouver le positif, même là où il y a le négatif. Il y a des hommes qui ne pensent, et des femmes, qui ne pensent qu'à déstructurer cette société. Alors, je ne sais pas, moi, ce que je ne veux pas faire de professer l'intention à Yvan, je ne pense pas qu'il en soit là, mais c'est vrai que le réduire, cette manifestation... Tu m'as interrompu, là. Oui, non, mais parce que je défends mon camarade... vous n'allez pas vous engueuler entre vous aussi. Je défends mon camarade, ne serait-ce que parce que là, il y a une sorte d'immaturité. Le fait de tweeter, c'est l'émotion, c'est la réaction... Ou de reposter, de retweeter. C'est pour ça que je vis en marge de ça, moi, pour éviter. Et d'ailleurs, ce qui manifestement le choque le plus, et c'est les raisons de sa position, c'est parce qu'il a reposté aussi d'autres camarades, on peut dire camarades pour lui, Le Bolloc, c'est le fait qu'il y ait effectivement, il faut le dire aussi, ça c'est vrai, des personnages qui étaient présents, alors pas forcément à Paris, puisque à Paris c'était Marine Le Pen, Jordan Bardella, mais à Nice, il y avait un personnage qui s'appelle Philippe Vardon, qui a été un leader identitaire, chanteur d'un groupe néo-nazi qui s'appelait Fraction, et il est à la tribune, pas loin de, effectivement, Christian Estrosi, le maire de Nice. Alors, il n'est plus au Rassemblement national aujourd'hui. Là, vous avez raison, quelque part, Marine Le Pen a fait le ménage, puisque je crois qu'elle l'avait viré, mais il est aujourd'hui avec Éric Zemmour à Reconquête, et eux aussi étaient présents dans les manifestations. C'est ça qui dérange. Je suis sans doute ici le plus concerné, enfin bon. Alors, je vous en prie, mais pourquoi ne pas croire que les gens changent? Vous vous souvenez qu'on a fait la guerre contre des nazis qui habitaient l'Allemagne? Vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 80 ans. Aujourd'hui, on peut dire que les meilleurs alliés d'Israël sont les Allemands et peut-être sans doute les meilleurs alliés de la France. Après, Marine Le Pen n'a jamais rompu clairement avec son passé, avec son père. Elle rompu clairement avec son père. Elle n'a jamais dit, par exemple, je ne défends pas Marine Le Pen et je ne J'ai une formule là-dessus, c'est que la judéité se transmet par la mère, l'antisémitisme pas forcément par le père. Pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde change, les gens changent. Moi, les gens peut-être un jour se rendent compte qu'ils ont été dans l'erreur et passent à autre chose. Je les condamne s'ils continuent. Encore une fois, je reviens sur ce que vous avez dit. Je dis que ce qui compte, ce sont les actes. Mais Élie, tout à l'heure, vous nous avez fait un grand discours sur la concorde entre les différentes, notamment confessions, et puis les agnostiques aussi. Et je ne comprends pas comment vous pouvez sortir Marine Le Pen de ça. Comment vous pouvez exempter Marine Le Pen de sa haine anti-musulmane. Non, parce que ça m'a choqué. Oui, mais vous travaillez à BFM TV depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'est l'heure de la pub.